Ladies and gentlemen, welcome. Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Et comme je disais, j'espère que vous n'avez pas mangé depuis 2-3 jours parce que le buffet, il va être... c'est une guerre. C'est une guerre. Donc on remercie Ben & Co. Ben & Co. qui nous sponsorise une grande partie de ce buffet. Et puis le reste, c'est nous, quoi. Voilà. Alors, le sujet de ce soir. Je ne sais pas si vous savez, vous connaissez le principe du petit garçon qui essaye de ramasser tous les cubes. Vous voyez, vous lui mettez plein de cubes par terre, alors il prend un cube, il en prend 2, il en prend 3, finalement ça tombe, et puis à la fin, finalement, il n'a rien dans les mains. Vous connaissez ce principe-là? Oui? Non? Oui? Okay. On dit la même chose par rapport à la prière, par exemple. On dit que des fois, à la tfila, on essaye de penser aux mots, et puis finalement, on voit qu'on n'y arrive pas, et puis on laisse tout tomber. Oui? On compare ça à quelqu'un qui a son étalage, il vend des pommes, par exemple, vous voyez, genre des belles pommes bien rondes. Et puis il y a quelqu'un qui malencontreusement fait tomber le pied de la table et les pommes roulent et tout le monde prend des pommes et lui il essaye d'en ramasser un maximum et du coup il en a pas. Donc des fois il faut savoir se concentrer sur les choses. On appelle ça tafasta muat tafasta. Tafasta muat tafasta. Qui veut répéter? Tafasta muat. Bravo Jennifer, c'est bien. On va voir, on va réfléchir. Tafasta, moi, tafasta. Tu attrapes peu, mais tu as attrapé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est dans cette période du Homer, où c'est une période... Alors là, on ne va plus parler du côté triste, on en a parlé déjà la semaine dernière, on ne va pas répéter, mais on va parler du côté gai, d'accord? Du côté joyeux. Le côté joyeux, c'est quoi? C'est que c'est une période où on peut travailler ses traits de caractère plus facilement que tout le reste de l'année. Donc il faut en profiter, c'est génial. C'est génial, ça veut dire que là, entre Pessah et Shavuot, on peut arriver à Shavuot en étant une nouvelle personne, avec des nouveaux traits de caractère. Enfin, bien sûr, on sait que c'est pour changer un trait de caractère, avec Salenter, il a dit il faut 7 ans. Il n'a pas dit il faut 7 ans en fait, il a dit c'est plus facile d'apprendre tout le Talmud que de changer un trait de caractère. Dans le sens de changer, voilà. Mais améliorer, ça on peut, bon Hachem, c'est pas si difficile que ça, et on est dans une période où c'est plus facile. Alors, c'est pour ça que moi je me suis concentré sur un axe pour l'instant. Ça fait déjà 2 semaines que je suis dessus. Je pense que je vais faire ça jusqu'à Shavuot, peut-être qu'après je vais changer. Je vous le propose, c'est l'axe qu'on a commencé la semaine dernière, qui est le respect d'autrui. Le kavod. Le kavod. Dans le kavod, il y a le respect, il y a la dignité, et il y a les honneurs. D'accord? Les honneurs, c'est un petit peu le bonus. C'est des gens qui ont une certaine position, une certaine richesse, ou des habits, ou une belle voiture, je ne sais pas, une belle maison. Donc, c'est le plus, si vous voulez, les honneurs. Donner des honneurs à quelqu'un. Ça, ces trois notions rentrent dans le mot kavod. Kavod, ça vient de kaved, ça veut dire le poids. Donner un poids, donner le poids à la chose. Lui donner son juste poids, sa juste mesure. C'est ça que ça veut dire. Donc, il y a les honneurs dans le sens... le surplus, d'accord, le bonus. Ça, on dit d'ailleurs qu'il ne faut pas être rodef, il ne faut pas chercher les honneurs. Celui qui cherche les honneurs le fuit. Et c'est quelque chose de très fugace et de très éphémère, et ça dépend des autres, comme on a dit la semaine dernière. Donc, c'est quelque chose qui va plutôt créer des frustrations. Quand quelqu'un il cherche le kavod, il va plutôt aller face aux frustrations et il n'en aura jamais assez, etc. Voilà. Donc, mais ça, c'est le kavod, les honneurs. Ensuite, il y a le respect. Le respect, ça va être plus par rapport à la vraie valeur de la personne. C'est pas les signes extérieurs, c'est pas la position, c'est pas le métier, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est, évidemment, bon, il y a toujours un petit lien, mais évidemment, entre le métier et la valeur de la personne, normalement. Mais c'est la valeur de la personne, ses traits de caractère, ses comportements, la valeur, d'accord? Et ça va donner ça va inspirer, comme on dit, le respect, d'accord? Man, respect, yes. Donc ça, c'est le respect. Et ensuite, il y a, on va dire, le SMIC. Le SMIC du kavod, c'est quoi le SMIC du kavod? La dignité humaine. On voit que Akadosh Baruch Hu, il fait attention à la dignité humaine. Il fait attention. Il y a un minimum même pour les fripouilles, si je puis dire. On a l'exemple de Bilam. Bilam, c'est quelqu'un qui faisait des choses très moches
et qui a essayé de nous maudire, qui a essayé de nous détruire, etc. Mais on voit qu'à un moment, quand il y a une histoire avec l'ânesse de Bilam, son âne au féminin, ânesse, ouais, c'est pas un prénom, hein, c'est ânesse, eh bien, Hacham, il a fait disparaître l'ânesse, elle est morte, pour pas faire honte, pour pas troubler la dignité minimale de Bilam. Je rentre pas dans le détail parce que c'est pas... Sauf si vous savez déjà, c'est bien, sinon vous tapez dans Google. Voilà, c'est pas le sujet principal. En tout cas, c'est pour montrer la dignité. Voilà. Donc ça c'est le kavod. On voit que on va voir des exemples dans la Torah que Akadosh Baruch Hu, combien il est sensible, si vous voyez comment il fait attention et il nous demande de faire attention au kavod, à l'honneur, la dignité, le respect d'autrui. Ça doit être vraiment quelque chose qui doit nous préoccuper toute la journée. Et comme je disais tout à l'heure, quand on se fixe cet objectif-là, c'est très intéressant parce que Akadosh Baruch Hu vous fait faire des rencontres. Quand on travaille quelque chose, eh bien Hachem, il nous aide. Et depuis que je travaille ça depuis 2 semaines, je vois plein de choses. J'assiste à des scènes, si je peux dire, dans la rue. J'ai des conversations avec des gens, même j'entends des gens parler comme s'ils me faisaient cours. Vous voyez, c'est extraordinaire. Donc des tas de petites choses comme ça. Je vais vous en donner une. Je ne sais pas ce que j'ai dit la semaine dernière, je ne crois pas que je l'ai cité, mais j'étais par exemple avec mes filles après la Gada de Pessah, on a fini très tard à 3h du matin, et avec mes filles, comme j'ai mes gendres à la maison, bon, je ne vais pas raconter ma vie, mais on allait dormir dans un autre appartement à Belleville, d'accord, près de chez moi. Mais à 3h du matin, on nous avait donné la clé pour rentrer dans l'immeuble. Et Minachamaim, j'allais dire manque de peau, manque de bol, mais au contraire, c'était une belle expérience. C'est que la clé, elle n'était pas bonne. C'était pas la bonne clé. Heureusement, on avait la bonne clé de l'appartement quand même. Mais on n'avait pas la bonne clé de l'immeuble. Du coup, à 3h du matin, on est là dans Belleville. Ouais, bon, ça craint un peu. Je suis avec mes jeunes filles, là, tout habillées en dimanche, là, enfin, en Chag, en Pessah. Et on est là, et on reste une demi-heure dans la rue, il n'y a personne qui rentre dans l'immeuble. Donc à un moment, je dis, bon, allez, on y va. Je vais faire comprendre à quelqu'un qu'on est coincé, et lui dire le code, on a le droit. Hein. Je veux dire, si vous voulez, à la fin, vous me demanderez après. Et donc, hop, et je vois 2 jeunes qui arrivent. Pas du meilleur genre, on va dire, mais bon, je veux dire, on va pas commencer à... Hein. Et donc, ils arrivent comme ça, et je me lance. Bon, avant, il y a une fille qui est passée, ma tège complètement. Madame, excusez-moi. Ok, c'est bon. Donc, on laisse tomber. C'est pas grave, j'en veux pas, hein, je comprends. Hein. J'étais quand même avec mes filles, je veux dire, ça fait pas peur, j'étais habillé comme ça, moi aussi, propre et clean, mais bon. Et après, ces 2 jeunes arrivent, et dès que je leur commence à expliquer, ils me disent, oui, Chag Sameach, non, c'est pas des juifs, hein, c'était pas possible. Et il dit Chag Sameach, et il me dit, avec plaisir, ah, mais oui, je vais vous ouvrir, mais bien sûr, mais avec plaisir, oui, bien sûr, je vais vous ouvrir, c'est quoi le code? J'ai l'impression que je lui faisais la fête, je veux dire, il était tout content. Et j'osais pas lui demander qu'est-ce qu'il mettait dans un état pareil. Et il me l'a dit spontanément, il m'a dit, je suis gérant d'un restaurant qui appartient à un juif. Et là, je me suis dit, quel bonheur. J'avoue que j'étais un peu dans le stress à 3h du matin et tout, mais je regrette de ne pas lui avoir demandé le nom du restaurant, parce que j'aurais prévenu le propriétaire, dit, vous savez, vous faites un kiddush Hashem. Vous faites un kiddush Hashem parce que vous respectez, vous savez, les patrons, employés, propriétaires, gérants, c'est pas toujours facile, d'accord? Et là, je veux dire, de voir, forcément, il y a du kavod. Ça veut dire qu'il y a du respect, il y a de l'honneur qui donne à cette personne. Et ça, on voit, ça, c'est tellement important. Ici, on a nos sages nous disent, ils nous disent que dès qu'on connaît un point, une qualité qui est un petit peu mieux ou que je n'ai pas chez quelqu'un, alors on doit honorer cette personne plus que moi-même. Dès que je vois que lui, il a cette qualité meilleure que la mienne ou carrément que je n'ai pas, je dois l'honorer plus que lui. Le Pélé Yoetz aussi, il dit que il a vu dans le Midrash que il dit comme ça, Raoui lechabed et ani. On devrait se lever face à quelqu'un qui est pauvre. Se lever et l'honorer. Pourquoi?
Parce qu'une personne qui est pauvre, forcément, elle est dans une situation d'épreuve. La pauvreté, c'est pas évident. C'est une situation d'épreuve. Donc forcément, c'est quelqu'un qui acquiert des qualités que moi riche, je n'ai pas. D'accord? Et également, quelqu'un qui est riche, on parle d'un riche par rapport à un pauvre, hein, là. Et quelqu'un qui est riche, il a aussi des tentations qu'un pauvre n'a pas, parce que walou, donc il n'y a pas de tentation. Oui, donc voilà encore une source qui nous montre comment on doit faire attention aux cavotes d'autrui, parce que parfois dans la société, on a tendance à honorer, d'ailleurs il en parle aussi le Pele Yoetz, il dit, on a tendance à honorer plus les gens riches, importants, bien habillés, etc., et puis moins les gens qui sont moins importants. D'accord? Je suis allé à l'hôpital cet après-midi faire une consultation avec un chirurgien. D'accord? Bon, c'est pas grave. Alors, au moment où j'arrive dans l'accueil, là, le hall d'accueil, je croise un chirurgien, je pense pas qu'il va écouter le cours, pas très grand de taille, et vous savez, les chirurgiens d'habitude, ils sont tous comme ça, là, vous savez, ouais, genre, voilà. Et donc, un de chez nous, hein. Et puis, je le croise, et la blouse, elle est un peu truc, et lui, enfin, je lui dis, mince, il faisait pas chirurgien du tout. Et donc, je lui dis bonjour, et je n'osais pas dire docteur, ou je sais pas. J'ai pas été j'ai pas donné beaucoup de kavod, mais j'étais normal, d'accord? Et il m'a dit, oui, il faut aller à l'accueil et tout. Ok, je vais à l'accueil. J'ai rendu, oui, il faut aller à l'accueil. Bon, je vais à l'accueil, j'attends un quart d'heure, et après, c'était lui. C'était lui. Mais heureusement que j'ai pas fait genre... voilà. Ici, le Pele Yoetz, il dit aussi que c'est bien que lorsqu'on est... vous faites par exemple un mariage, une bar mitzvah, je sais pas, une simcha, c'est bien premièrement d'inviter... Les karov. Premièrement, parce que je vois, il y a des trucs. Premièrement, c'est d'inviter des gens qui sont pauvres, qui sont anihim, et il faut les mettre à la place des riches, à la table des riches, il dit. Il faut mettre les gens qui sont pauvres à la table des riches. Voilà, ça c'est quelques petites sources pour nous montrer l'importance du respect d'autrui. On a au début du Sefer Dvarim. Donc vous savez, le Sefer Dvarim, donc c'est le 5e Sefer de la 5e partie du Chumash, et tout ce Sefer s'est passé en quelques jours. Moshe Rabbeinu arrive avec tout le clan d'Israël. Genre le type, il sait pas quel paracha on est, il fait sur Dvarim, c'est Kedoshim, non, c'est juste parce que c'est le sujet. Et donc, ils arrivent à la frontière d'Eretz Israël, dans le pays qui s'appelle Moav, et là, Moshe Rabbeinu va répéter, et va réviser un petit peu toute la Torah. Ça s'appelle Mishneh Torah, répétition de la Torah, c'est le Sefer Dvarim, oui. Et il va écrire les Sifrei Torah qu'il va donner à chaque tribu, et il va donner ses consignes, etc. Et le début du Sefer Dvarim commence par localiser cet endroit-là. Donc il dit Chatserot, dit Zahav, et Rashi nous ramène la Torah orale qui dit que ces endroits-là n'existent pas. Déjà c'est marqué Bamidbar, dans le désert, on n'est pas dans le désert, on est dans les plaines de Moab. Les plaines de Moab, c'est pas le désert, c'est pâturage. Donc pourquoi la Torah, elle multiplie des sortes de localisations qui ne correspondent pas à la localisation où ça se passe, en plus avec des endroits carrément qui n'existent pas, certains, carrément, d'accord? Et là-dessus, Rashi ramène les commentaires de la Torah orale, qui dit qu'en fait, Moshe Rabbeinu est en train, il lui reste quelques jours à vivre, hein, donc il est en train de transmettre, si on peut dire, son testament à tout le clan d'Israël, et il est en train de faire ce qu'on appelle des torachot. Ça veut dire, alors en français on traduit des remontrances, oui, en vérité, on va dire des guides de correction, des guides pour s'améliorer. Il est en train de rappeler la faute du veau d'or. Il est en train de rappeler la faute des Meraglim, des explorateurs, les grandes fautes du clan d'Israël qui nous ont mis dans la bouillabaisse, qui ont fait que, au lieu de rentrer en Israël tout de suite, de construire le Beth Amikdash tout de suite, d'avoir Moshe Rabbeinu, etc., eh ben, Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Israël, le Beth Amikdash n'est pas construit tout de suite, et nous, on tourne pendant 40 ans, et après, il va falloir faire la guerre, et toutes les difficultés qu'on vit encore de nos jours à cause des fautes de cette génération du désert, d'accord? Et donc, Moshe Rabbeinu, eh bien, il doit indiquer au clan d'Israël, corrigez ça, corrigez, parce que vous en subissez les conséquences depuis 40 ans, et vous allez encore les subir. Et on voit qu'il leur dit qu'à la fin,
il leur dit qu'à la fin, et il leur dit par allusion. Rashi ramène là-bas et dit que Moshe Rabbeinu dit seulement par remez, ça veut dire allusion, bien que c'est des fautes connues, mais Foursam, ça veut dire public, tout le monde est au courant, puisque c'est la génération qui les a vécues, d'accord? Et que c'est indispensable d'en parler, même dans une situation comme ça, où c'est connu. Imaginez un enfant, oui, il sait qu'il a fait une bêtise, il en subit les conséquences, et c'est connu, et son papa vient, et au lieu de lui dire « ouais, t'as fait ça, t'as fait ci, etc. », il fait juste une allusion avec des mots de code comme ça, juste pour qu'ils comprennent qu'il faut essayer de corriger ça. Pourquoi, dit Rashi, pour le kavod, le respect, la dignité du clan d'Israël. Donc on voit combien nous, on doit faire très attention à ça. Un autre exemple, Mar Urba. C'est un nom. Mar, ça veut dire monsieur, d'accord? C'est intéressant parce que Mar, c'est même Resh, comme monsieur, M-R. Oui, bon. Et donc, Mar Urba, c'est de l'araméen, Mar. Mar Urba, c'est marqué que lui, il faisait très attention de donner la tzedaka besséter, en cachette. Ça veut dire... Il y a quelqu'un qui est là-bas? Oui. Ah, merci beaucoup, Jonathan. Il donnait la tzedaka sans que les pauvres le voient. D'accord? Vous savez pourquoi? Parce que si je donne la tzedaka et que le pauvre le voit, ensuite le pauvre, il se gêne quand il me voit et il sait il dépend de moi. Donc, il donnait la tzedaka, il faisait très attention de jamais... Donc, il se débrouillait, voilà. Et on dit aussi sur le Raphaël Pinto, comme ça, il mettait avec la djellaba, vous savez, avec la cagoule, et il faisait tomber les choses et tout derrière, etc. Les gens, voilà. Comme ça, il voit pas qui c'est qui ramasse, il voit pas qui c'est qui prend. Et donc, une fois, c'est bon? Je continue? Et donc, une fois, il y a un pauvre qui a voulu absolument savoir qui c'est qui lui faisait tant de bienfaits. Et donc, le pauvre, il lui a couru après. Et Mar Urba, il s'est sauvé. Welcome. On se fait entrer. Il n'y a pas de souci, je préfère que vous soyez là, même si c'est un peu en retard, plutôt que pas du tout. Il ne faut pas se gêner, on est à Paris, c'est pas facile. Je sais que vous faites tous des efforts, c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Mar Urba pour éviter... Alors par contre, ouais, dès qu'on s'installe, s'il vous plaît, on discute là. Merci. Alors, et donc, qu'est-ce qu'il a fait Mar Urba? Eh bien, pour arriver à ce que le pauvre ne l'attrape pas, s'il vous plaît, allô, pour que le pauvre ne l'attrape pas, il est rentré dans un four. Vous savez les fours comment c'était avant? Oui, c'est pas le petit four qu'on ouvre comme ça, il rentre dedans. Hein. Vous savez, c'était une pièce, comme ça une pièce. On rentrait les marmites et tout, et après on mettait du bois, et c'est ça le four de toute la ville, oui. Et lui, le seul endroit qu'il a trouvé pour se sauver, c'était un four qui était allumé évidemment, hein, sinon c'est pas très. Et de là, pourquoi les chachamim, les sages nous racontent cette histoire-là? Parce qu'ils disent de là qu'il vaut mieux se jeter dans un four, dans le feu, plutôt que de mettre l'archouma, de faire honte comme ça, que le pauvre, il allait après avoir honte à chaque fois qu'il allait voir la personne qui lui a donné la tzedaka. De qui on apprend ça? À votre avis, de qui on apprend qu'il vaut mieux se laisser, chasé shalom, brûler, si on peut dire, hein, Dieu préserve, mais il vaut mieux brûler que de faire la honte en public devant quelqu'un. De qui on apprend? D'une femme. On apprend d'une femme. Qui a fait ça? Rachel. Alors c'est vrai, Rachel, pour éviter la honte, elle a évité la honte à Léa. Elle lui a transmis les simanim, etc., les signes. Comment? Qui? Soulika, c'est quoi l'histoire? Non, je ne connais pas. Bon, connu, Tamar. Tamar, vous savez, Tamar, c'était la belle-fille de Yehuda. Ses deux premiers maris, les fils de Yehuda sont morts. Il y a une misva qui s'appelle Yiboum. Il y avait une misva que, avant, le beau-frère, si son frère mourait sans enfant, alors il épousait sa belle-sœur. Et avant Matan Torah, même, c'était le père pouvait épouser sa belle-fille. Et donc, Tamar devait épouser Yehuda, mais Yehuda, pour certaines raisons, ne voulait pas. Et Hachem a fait en sorte que Tamar, sans qu'il sache que c'était Tamar, alors il a eu un enfant avec elle. Donc après, elle était enceinte. Mais comme elle n'était pas mariée,
en fait, elle était mariée, puisqu'ils avaient fait le mariage, elle avait fait Yibou, mais lui, il ne savait pas que c'était elle. Bon, c'est un peu compliqué comme histoire, je vous laisse plancher ceux qui ne connaissent pas ce sujet. Ce qu'on veut retenir de là, c'est que Tamar, pour ne pas faire honte, quand elle a été ensuite jugée, et que devant Yehuda, qui était le roi, c'était le roi de l'époque, soit elle avait pris des simanim, elle avait pris des objets, le seau et le bâton, comme gage. Donc soit elle sortait la preuve que c'était lui, Yehuda, le père, et donc elle s'innocentait, d'accord, mais elle lui faisait la honte, soit elle se laissait condamner. Elle se laissait condamner, à l'époque c'était, vous avez compris c'était quoi. Elle se laissait condamner, et comme ça elle lui évitait la honte. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait, mais alors qu'elle a transmis les objets discrètement à Yehuda, et elle a laissé le choix. Soit tu reconnais pas, tu fais ce que tu veux. S'il reconnaît pas, eh bien personne ne saura jamais. S'il reconnaît, il se prend la honte. Yehuda, il a reconnu, et il a pris la honte. C'est pour ça qu'on dit Yehuda de Modé, et il a eu le mérite, avec Tamar, d'avoir toute la lignée des rois d'Israël et du Mashiach. Par le mérite, comme ça, de vouloir éviter absolument la honte. Donc on voit dans ces quelques exemples que nous donne la Torah, combien on doit vraiment faire très attention de pas faire honte, de respecter. Et là, de nos jours, il y a, vous savez, une misva comme ça, normalement, il y a une misva de Torah, comme on a dit, de remontrance. Oui. Et normalement, à l'époque, si on prenait quelqu'un entre quatre yeux, et qu'on lui faisait des remontrances sur ses transgressions en public, alors, s'il n'écoutait pas, alors on avait le droit, pour éviter d'être influencé, de, entre guillemets, le haïr. D'accord, normalement, on n'a pas le droit de haïr quelqu'un, d'avoir du ressentiment sur quelqu'un. Mais là, c'est pour éviter d'être influencé, on avait le droit. Le Chazon Ish, qui était avant la guerre, d'accord, le Chazon Ish, qui était le grand de la génération, il a dit, cette loi ne s'applique plus. Elle s'applique plus parce qu'on n'est plus capable de faire des remontrances comme il faut à une personne. Pourquoi ? Parce qu'on a une société où on est trop près de soi, et donc on n'arrive pas à faire, entre guillemets, des critiques qui soient des critiques désintéressées, qui soient des critiques vraiment pour le bien de la personne. Donc c'est pour ça que cette loi ne s'applique plus. Qu'est-ce qu'on voit de là ? On voit de là que ce soit dans le couple, que ce soit entre amis, que ce soit entre employeurs, employés, il faut faire preuve de la plus grande intelligence pour pouvoir driver les personnes quand on a besoin de faire, entre guillemets, des remarques, de le faire sans porter préjudice. D'accord ? C'est très très difficile, surtout que voilà, quand on est par exemple, je sais pas si vous avez déjà été invité dans une famille, forcément on va vous mettre les petits plats dans les grands, on fait très attention, etc., etc. Parfois, dans la famille même, entre mari et femme, ou entre parents et enfants, à cause de la familiarité, on a grandi ensemble, d'accord ? Vous connaissez la petite fille qui dit à sa maman et à son papa, « Papa, maman, on est bien tous les trois. Ouais, on a eu de la chance de se rencontrer. » Ouais, vous connaissez ? Vous connaissez pas ? Donc, on a grandi ensemble, d'accord ? On s'est rencontrés, entre les enfants et les parents. Et des fois, il y a trop de familiarité. Il y a quelqu'un, je ne vais pas le citer, c'est pas la peine parce qu'on est très en direct, quelqu'un qui a fait Teshuvah, qui n'était pas religieux, qui est devenu très religieux, quelqu'un de connu, d'important. Mais il a fait Teshuvah à un certain âge, donc ses enfants étaient déjà grands et tout. Donc quand ils sont petits, en général, ils sont baignés dedans, donc c'est un peu plus facile. Mais là, ils étaient déjà grands et on lui a demandé comment il a réussi à transmettre ça à ses enfants. Il a dit, parce que je les respecte comme je respecte. Ah oui, il faut payer. Excusez-moi. Quelqu'un a sa carte bleue ? Non. Ah, des fois ça marche. Et donc ce monsieur-là, il a réussi à transmettre ça à ses enfants par le respect qu'il leur donne. Il disait, moi je les respectais comme je respecte des invités qui viennent à la maison.
Pourtant, c'est mes enfants, je les connais depuis 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans, en plus par enfant, comme ça, un petit peu genre, t'es ma, comment on dit, ma progéniture, oui, c'est joli, oui. Non, un respect comme ça, un respect pour ses propres enfants. Pareil entre mari et femme. Entre mari et femme, il y en a qui disent la plus belle, c'est quoi la plus belle période du mariage? Hein, c'est avant. Non, ils disent, hein, c'est pas vrai, c'est après, hein, je vous rassure. Demandez à ma femme, elle va vous dire. Non, mais c'est vrai que avant, il y a un super respect. Avant, c'est, je veux dire, on est tip top, on est tip top. Après, forcément, il y a une familiarité. Il y a une familiarité que, après, on se voit en pyjama, genre, on se voit pas maquillé, on se voit des fois fatigué, on se voit, etc. Oui. Pour ça, d'ailleurs, il faut qu'un homme, je dirais, doit faire attention parce que on dit, par exemple, voilà, il faut, quand il va au travail, ses collègues de travail, il les voit toujours très apprêtés. Il faut pas prêter, mais apprêtés. Ouais. Il les voit très apprêtés. Alors que après, à la maison, on voit les membres de sa famille, je veux dire, nature. Mais il faut garder, d'ailleurs, il y a beaucoup de lois qui découlent de ça, sur la façon de vivre à la maison, merci beaucoup. Et donc, il faut garder, malgré la familiarité, la convivialité, il faut garder ce respect et ce cavode. Nous, on a en plus une difficulté supplémentaire. Pourquoi? Parce que nous sommes en France. Ouais, cocorico. C'est en direct. Nous sommes en France, on ne va pas se cacher, d'accord? C'est pas du racisme, mais je sais pas, moi j'ai travaillé un peu à l'étranger, j'ai travaillé beaucoup avec des étrangers dans mon profession précédente, dans ma vie d'avant. Et moi-même, qui ne suis pas normalement, je suis gentil, quoi, a priori, eh bien, bon, d'accord. Non, normalement, quoi. La moyenne au moins, quoi. Eh bien, je sais qu'à un moment, dans le labo où j'étais, il y a des Anglais, des Américains, un jour, qui en ont eu marre et qui m'ont dit, toi, le Frenchie, arrête tes jokes. Arrête tes jokes de Frenchie. On a tendance comme ça, parce que à rire, à se moquer et tout, c'est ce qu'on appelle, alors en français, on appelle ça des blagues, blaguer, vanner, chauffer, des valises, je sais pas, des cartons, ce que vous voulez. Mais en hébreu, parfois, on va appeler ça la letsanout. La letsanout, on traduit par moquerie. C'est pas forcément moquerie, se moquer, mais c'est casser les valeurs. C'est casser les valeurs. Vous avez remarqué, quand, voilà, Natacha, on va bientôt partir aux États-Unis, il y a certains qui sont là, yes. Et à chaque fois qu'on part à New York, eh bien, on est frappé de voir, Jennifer, vous vous souvenez? On est frappé de voir comment les gens, ils respectent et ils aiment leurs policiers. Ils respectent leurs hommes politiques. Ils respectent tous ceux que ici, les pauvres, ils sont traînés dans la boue. D'accord? Et d'ailleurs, les gens, quand ils sont respectés comme ça, ils font mieux leur travail. Là-bas, enfin bref, on va pas trop faire de... Voilà. Mais il y a comme ça une tendance en France à avoir... Vous écoutez une conversation de bar, là, sur le bar, là, vous savez, une conversation de café, et les gens, ils sont là, ils descendent tout le monde. Ils descendent, ta. Il n'y a pas le kavod, le respect, la dignité pour ces personnes-là. On parle du président de la République, je ne fais pas de politique, hein, bon, j'ai voté pour lui, mais bon. Mais on ne fait pas de trucs, mais on parle comme si c'était, je sais pas qui, je veux dire, avec dédain, sans respect. Voilà. C'est pour ça que nous, on a un petit peu cette difficulté supplémentaire parce que on est dans ce pays qui est connu, c'est connu internationalement. La moquerie française, elle est connue internationalement. Et ça, c'est très insidieux parce que on n'a pas l'impression, on a l'impression que ça fait rire, c'est sympa en société et tout, mais en vérité, on dévalorise des fois les personnes. Des fois, une blague, ça peut vraiment, même si la personne elle va rire et tout, mais ça va la blesser, ça va lui faire mal. On voit que une personne, lorsqu'on va toucher à son kavod, le Gaon de Vilna, il dit que le kavod d'une personne, l'honneur, le respect, la dignité d'une personne, c'est son point vital. C'est son point vital. C'est comme, vous savez, si on appuie sur quelqu'un qui a une blessure et qu'on appuie et qu'il hurle, parce que ça fait très mal. C'est le point qui fait mal.
Si vous pouvez transformer Chas Shalom, quelqu'un de gentil, sympathique, normal, vous pouvez le transformer Chas Shalom en monstre, d'accord? C'est d'ailleurs ce que font tous les manipulateurs qui essayent de monter un pays contre un autre pays, une population, une religion contre une autre religion. Comment on monte la tête des gens qui font des attentats, etc. On leur dit, voilà, les Juifs, ils vous ont fait ci, ils vous ont enlevé votre pays, ils vous ont enlevé votre honneur, ils vous ont enlevé ça, ils vous déconsidèrent. Toujours, comment nous, avant, il y avait les pogroms, etc. Comment on chauffait pour aller après dans le quartier juif en disant qu'on avait fait ceci, qu'on a fait cela. Toujours, il va y avoir ce point extrêmement sensible chez quelqu'un. Si on appuie dessus, ça explose, façon de parler. Si on touche au kavod de quelqu'un, c'est vital, c'est quelque chose de vital. Quand on comme on a vu dans Pirkei la semaine dernière, celui qui est mechoubad, qui est digne de respect, d'honneur, c'est celui qui honore les autres. Quand on honore quelqu'un, on lui donne tous les moyens de l'épanouissement, de s'épanouir. On lui donne tous les moyens d'être lui-même, de grandir. Quand Chas Shalom, par contre, on touche au kavod de quelqu'un, on touche à sa dignité, à son respect, Chas Shalom, on le tue. Il y a rien de pire que ça. Il y a parfois dans des cas de Shalom Bayit, justement, welcome, dans des cas de Shalom Bayit, où les gens, ils en arrivent à vouloir divorcer. Et comment les rabbanim, ils arrivent à arranger ça? Parce qu'en fait, il y a un des deux ou les deux, c'est toujours le problème, un manque de respect, de kavod l'un de l'autre. Et après, c'est la guerre. C'est la guerre. Tu m'as fait ça, je te fais ça, tu m'as fait ça. Les gens, quand on touche à leur kavod, ils peuvent devenir fous. Hélas, il y a des faits divers où des personnes, elles se sont pris une queue de poisson sur l'autoroute, genre, par exemple. Et le bonhomme, ça m'est arrivé une fois. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. On était plusieurs dans mon van, là, sur une autoroute. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû peut-être passer près, je ne sais pas, en doublant. Je n'ai même pas remarqué. Le bonhomme, il nous a suivis sur je ne sais pas combien de dizaines de kilomètres en nous coursant et en klaxonnant et en nous faisant des signes, etc. Bon, on ne s'est pas arrêté, hein, je veux dire. On ne s'est pas arrêté, on a tracé et voilà, on a fait la course. Voilà. Il a pas pendant des dizaines de kilomètres. Ça a duré longtemps, hein, le temps paraissait long. Je ne sais pas ce que je lui ai fait, voilà. Mais il y a des gens, quand vous faites, pour ça moi je veux un conseil, hein, quand vous roulez, et si quelqu'un vous fait un truc, jamais, vous pouvez pas savoir. Il y a des gens, Chas Shalom, ils sortent avec le pistolet, Chas Shalom, Dieu préserve. Ils deviennent fous. Inversement, on voit combien, je vois que ça vous rappelle des souvenirs. Inversement, on voit combien, quand on donne du kavod à une personne, combien on peut transformer au contraire un monstre en ange. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette fameuse histoire, peut-être sur un autre propos. Il y a une fois comme ça, quelqu'un qui ramassait de l'argent pour les yeshivot aux États-Unis. Vous savez, un Israélien, ils vont, alors c'est des gens comme ça, ils ont le frac, vous savez, la redingote noire, le chapeau, enfin on voit que c'est des religieux qui viennent de Bnei-Brak, et ils font la tournée aux États-Unis pour soutenir les yeshivot, ou des fois pour le mariage de leur enfant, etc. Et donc, ça s'appelle un Meshoula, voilà, un envoyé, un schnorrer, on dit, bon, ça c'est en yiddish, c'est pas très sympa. Et donc, il y en a un, une fois, il allait à Chicago. C'est une histoire qui s'est passée. Il est parti à Chicago, et on lui a dit, fais gaffe là-bas, dès que tu sors du quartier juif, ne prends que des taxis, ne marche pas dans la rue, comme ça. Et lui, à un moment, il en avait assez et tout, c'était pas très loin, il s'est dit, c'est bon, c'est à 2 blocs, comme on dit, 2 blocks, allez hop, il est allé à pied. Ça a pas loupé. Il y a un bonhomme qui est arrivé avec le couteau pour le détrousser, d'accord? Donc il l'a vu arriver sur lui, et là, le juif, il a eu le réflexe, il s'est tout de suite mis dans un état d'esprit de compassion, d'empathie vis-à-vis de cette personne, et quand il est arrivé devant lui, faut le faire, hein, franchement, faut le faire, hein, il lui a décroché un sourire. Tu la connais, Anthony? T'as deviné? Il lui a décroché un sourire, mon frère, mais un truc incroyable. Un sourire comme ça. Et il lui a dit, hey man, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que vous voulez? Comme ça, mais très gentil, comme ça, du fond du cœur. Pas juste comme ça, extérieur.
L'autre, il est arrivé comme ça, vous voyez, hop, là, il met le couteau derrière, et il lui dit, j'ai faim. I'm hungry. J'ai faim. Et l'autre, il sort un billet, et il lui donne un billet, il lui dit, la brioute, your health, je ne sais pas comment on dit en anglais. Comment on dit la brioute en anglais? Good appetite. Good appetite, bon, d'accord. Hop, payez-vous un bon restaurant. Eh bien, ça s'est pas fini là, l'histoire. Bon, après, l'autre, il est parti, l'autre, il a les jambes qui tremblaient. Et ensuite, la personne a cherché à le retrouver. Il le cherchait, il l'a retrouvé, il l'a appelé dans la rue le lendemain. Hey man, je vous cherche partout. Et il lui a rendu la monnaie. Il lui a dit, il y avait trop. Il a rendu la monnaie. Et donc, il était comme ça, le juif et tout. Alors, il a pris. Et puis, après, il lui a dit, maintenant qu'ils étaient détentes, comme ça, entre eux, entre poteaux. Et il lui a dit, the truth, it's not always like this. Ouais, c'est pas toujours comme ça, en vérité. La vérité, ça se passe pas toujours comme ça. Et là, vous savez ce qu'il a répondu, le détrousseur? Il lui a dit, on m'avait jamais parlé comme ça. On m'avait jamais souri comme ça. Jamais. C'est quelqu'un qui a grandi dans des sales quartiers, des fois, dans des trucs. Jamais. Moi, je suis arrivé, vous m'avez désarmé, comme on dit. Vous m'avez désarmé. Donc, on voit ça comment il y a des personnes, Chas v'Shalom, quand on a des fois touché. Hélas, des fois, c'est arrivé entre parents et enfants. Quand des fois, Chas v'Shalom, des parents ont manqué ont pas laissé le minimum de dignité parce que des enfants ont fait des grosses bêtises et qu'ensuite, Chas Shalom, ils le jettent de la maison en disant t'es plus mon fils, t'es plus ma fille, Chas Shalom, pars d'ici. Ou des fois parce qu'ils font des différences entre frères et sœurs, d'accord? Qu'il y en a un, là, celui qui a réussi, vas-y, et l'autre, et puis l'autre qui a moins réussi. Et donc, les enfants, ils sentent ça, ça les tue. Il y a des enfants, des fois, Chas Shalom, qui sont arrivés à vouloir, vous savez faire quoi? Tellement ils étaient mal. Et il faut qu'ils arrivent à se déconnecter de ça. Donc après, les psychologues et tout doivent essayer d'arriver à redonner une ishut, on dit en hébreu, une confiance en soi, une fierté indépendante de ce regard d'autrui, du regard des parents, qui est l'une des choses qui fait le plus mal. Connaissez, on va finir avec ça, connaissez peut-être cette histoire que je cite très souvent. Non, avant l'histoire, hier matin, j'étais auprès du lac Saint-Mandé, là, en train de faire mon jogging. Ouais, non, je sais. Et si vous voulez me voir, vous allez là-bas. Ça. Et donc, tu étais là-bas tout à l'heure. Et je note aussi ceux qui se baladent là, rien faire comme ça. Ouais, c'est les blagues de français, ça, des blagues, et ça fait rire, c'est les blagues de français. C'est de la moquerie. Faut que je fasse attention. Et donc, j'arrive à la fontaine pour boire, là, et il y avait un chien qui buvait avec son maître à côté, et franchement, c'est un très beau chien comme ça. Et donc, j'arrive et j'attends, et puis je vois le monsieur, et je lui dis, oh, il est magnifique, votre chien, il est jeune. Il me dit, oh non, mon pauvre monsieur, il a 12 ans, et là, c'est tout. Mais il était heureux, il était comme ça, après il m'a parlé et tout, mais il était heureux, tellement heureux, parce que c'est comme ça. Pourquoi les gens, ils ont, vous savez, un chien, comment on dit un chien? C'est kélev. Kélev comme le cœur. Il n'y a pas plus affectueux qu'un chien, d'accord? Et un chien, il vous donne un kavod, il va toujours respecter son maître, enfin, en général, hein. Vous arrivez à la maison, il vous fait la fête, d'accord? Je sais qu'il y en a ici qui ont des chiens, donc je ne leur demande pas de venir témoigner à la barre, mais certains, on a fait un voyage cet été dans les Alpes, et on avait notre mascotte avec nous, Doudoune, voilà. Et donc il a en plus, lui, c'est un seigneur, hein, c'est un prince, voilà, un prince. Bon, si vous le connaissez, venez le dimanche à la randonnée, des fois il y est avec David. Ce dimanche, il fait super beau, et j'ai acheté du matos. J'ai acheté des raquettes, j'ai acheté des frisbees et tout, attention, hein, là, venez ce dimanche, ça va être... Il n'y a pas que du volley, d'habitude c'est volleyball et jeux de société dans l'herbe, là ça va être la fête. Bon, publicité. En tout cas,
Voilà, c'est que il fait la fête, il est toujours... Il y a des gens, s'ils n'ont plus leur animal de compagnie, eh bien, il n'y a plus personne qui leur donne ce kavod, ce respect, cette dignité. Il y a plus, des fois, hélas, des gens qui sont seuls, d'accord, qui sont isolés. Voilà. Je voulais finir avec une dernière chose. Oui, c'était une histoire que j'ai déjà racontée, mais bon, je crois que peut-être... vous me direz si vous la connaissez déjà. C'est un scientifique, j'ai oublié son nom, très connu aux États-Unis, un grand scientifique et tout. Et une fois comme ça, dans ses conférences, il parle aussi un petit peu d'éducation. Hein, ça fait pas de mal. Et une fois, il a parlé d'un enfant qui était rebelle, ses parents avaient divorcé, c'est aux États-Unis. Et donc, vous savez, les États là-bas, c'est très indépendant. Et donc, l'enfant, ça l'a perturbé. Donc, il faisait les 400 coups. Donc, il s'est fait renvoyer de tous les établissements de l'État où habitait le papa. Après, il a envoyé chez sa mère. Il a fait les établissements de l'État de sa mère. Il s'est fait renvoyer. Alors, hop, il a envoyé chez la grand-mère. Et chez la grand-mère, elle l'a inscrit dans une école. Et là, ça commençait déjà à mal tourner. Premier courrier de l'école, ouais. Premier courrier de l'école, menace de renvoi, monsieur il a fait ci, il a fait ça, etc. Et donc la grand-mère, elle reçoit la lettre et elle appelle son petit-fils, elle le prend sur les genoux, elle lui dit « Mon chéri, tu sais bien avec mes petits yeux, là je vois plus très bien, lis-moi la lettre. Lis-moi, je crois qu'il y a une lettre de l'école, j'arrive un peu, lis-la moi. » Et donc lui il prend, il ouvre la lettre et il fait... Félicitations, récompense, 19 sur 20 en maths, 18, il lui fait un beau bulletin, et elle le prend, elle l'embrasse, elle le chérit, elle dit « Oh, je suis fier de toi, mon petit-fils, etc. etc. » Qu'est-ce qu'il fait? Il range la lettre, il va dans sa chambre, et il commence à travailler. Et ce jeune homme, c'est le scientifique. Alors j'ai oublié le nom, donc ça perd un petit peu de son charme, mais c'est ce grand scientifique qui dit et qui raconte à chaque fois dans les conférences son histoire personnelle pour montrer... c'est pas mon histoire, hein, non. Moi j'étais sage, j'étais gentil et tout. Mon œil, ouais. Et donc pourquoi? Parce que sa grand-mère, elle lui a donné, alors vous voyez c'était un petit peu usurpé, mais elle lui a donné ce kavod extraordinaire. Voilà ce que je vais partager avec vous. Moi je vous propose comme exercice, d'accord, jusqu'à Shavuot, si vous voulez bien. Comment? Il faut demander à quelqu'un pour les prénoms. Alors, comme exercice, je vous propose de faire attention à ça. Je vous assure que, même si on croit qu'on fait... Je suis sûr que vous tous, vous pensez que vous faites très attention au kavod de tout le monde, vrai ou pas? Ah, non? Non, on va dire la vérité, non. Bon. Eh bien, alors si vous le savez déjà, c'est bien, vous avez de la marge de travail, mais je vous assure que si vous faites attention à ça, même si vous pensez que vous êtes nickel là-dessus, vous allez voir qu'il y a encore de la marge, C'est dans les conversations, c'est même dans le regard, c'est dans les WhatsApp, c'est dans les SMS, c'est au téléphone, ces trucs, c'est des fois avec certains, on est bien, avec d'autres, on est moins bien. Quand on est fatigué, c'est là où c'est là où on marque des points. Quand on est stressé, c'est là où vraiment on peut vraiment encore aller un peu plus loin. Comment? Quand quelqu'un nous fait du mal, c'est difficile. On fait comment quand quelqu'un nous fait du mal? Très bien. Alors, ça aussi. Voilà. Voyez, je vous assure, quand quelqu'un vous fait du mal, alors évidemment, il faut se protéger, d'accord? Vous n'allez pas, vas-y, d'accord? Mais il ne faut pas rentrer dans son jeu. Quand quelqu'un il vous manque de kavod, vous gardez, vous regardez pas ce qu'il fait, vous regardez que c'est un ben Adam, comme on dit, c'est un tselem Elohim, c'est quelqu'un qui a une neshama, il a ses soucis, il a ses problèmes. Pourquoi il a ça? Parce que je ne sais pas, à sa place peut-être que je serais pire que lui si je vivais ce que lui vit, je ne sais pas, d'accord? Ça m'est arrivé à l'école, vous savez, j'étais prof pendant longtemps, et j'ai eu des élèves qui m'ont rendu fou, vous voyez. Et une fois, il y en a un qui me rendait fou, vraiment. J'avais envie de... Ouais, comme ça. Et donc, on a fait une sortie une fois, en car. Vous
On n'a pas toujours l'occasion de parler de ça. Et je me suis retrouvé assis à côté de lui. J'ai dit, oh là là, il va me saouler tout le trajet à 2 heures de quart. Oui. Eh ben, Mina Shamaim, exactement, Yuval, parce que effectivement, il m'a raconté sa vie. Il m'a raconté sa vie. J'avais envie de pleurer. Comment le papa, la maman, le divorce, le truc, et les soucis, et les machins et tout. Je lui ai dit, mais comment il a réussi à être comme il est avec ce qu'il a vécu? Au contraire, j'étais maintenant. Et ça a changé le rapport. Et lui aussi, du coup, ça a changé le rapport avec moi. Hein? C'était votre chouchou. Ouais, un peu, ouais, c'est vrai. Et maintenant, prochain, il est marié avec des enfants. Hein, quand je l'ai revu après, c'était une joie pas possible. Anthony? Du coup, pour vous, ça veut dire que quelqu'un qui est mauvais, c'est forcément justifiable? Alors, il n'y a pas des gens qui sont mauvais de base par rapport à ça? Non, alors tu as raison. C'est pas justifiable. C'est pas une question de je vais justifier, mais je peux pas comprendre. Moi, je dois faire ma part. Lui, il fait pas sa part pour X raisons. Même dans le couple, c'est comme ça. Des fois, ça arrive. Eh bien, pareil, parents-enfants, employeurs, employés. Moi, je dois me polariser sur ma part à moi. Vous savez que Rav Arush, par exemple, il a écrit un sefer sur le Shalom Bayit. Il a écrit pour les hommes, interdit aux femmes de lire. Il a écrit pour les femmes, interdit aux hommes de lire. C'est comme ça. Et il y a d'autres rabbanim comme ça qui ont écrit des livres sur le Shalom Bayit, et c'est comme ça. D'accord? Pourquoi? Parce que moi, je dois me polariser sur ma part. Ma part, c'est pas parce que quelqu'un, je dois me protéger, je dois éviter, je vais pas chercher, etc. Mais moi, c'est pas parce que quelqu'un ne fait pas sa part que moi, je dois pas continuer à faire ma part. Et vous avez tout certainement déjà vécu ça. Mais quand on fait comme ça, eh ben la personne, elle se retourne. Des fois, les pires ennemis peuvent devenir vos meilleurs appuis. Je parle professionnellement ou autre chose. Bon, des fois, il y a des gens qui sont incurables. Bon, ben, tant pis. Moi, j'ai fait ma part. Moi, je suis clean. Moi, je fais ma part. D'accord? Attention, hein, encore une fois, je dis pas qu'on prend des coups, qu'on se défend pas, etc. et tout, mais toujours, je rentre pas dans son jeu. Je rentre pas dans son jeu. Quelqu'un, il arrive, il vous hurle dessus, il vous manque de respect, il vous insulte et tout. Je rentre pas dans son jeu. Je lui réponds calmement, avec respect. Vous allez voir, la personne, souvent, elle se dégonfle. Si elle se dégonfle pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je reste. C'est pas toujours facile, c'est vrai. Mais moi, je reste comme ça. Et moi, j'ai vu, par exemple, avec certains de mes voisins, avant où j'habitais, ou quand je suis arrivé, il y en a qui étaient un petit peu antisémites, on va dire. Et moi, je continuais, bonjour, sourire, jusqu'à ce que, à la fin, excusez-moi, j'ai pas le temps de discuter, c'est moi, il me parlait trop longtemps. Je veux dire, voilà. Il faut comme ça ne pas rentrer dans le jeu et garder le respect. C'est pas pour l'autre si vous voulez. C'est parce que je dois le faire. Alors, nous, on va dire religieusement, c'est par rapport à Hachem, d'accord? Mais même si quelqu'un il n'est pas à un degré d'émouna suffisant pour arriver à le faire pour Hachem, c'est pour le faire moi. Moi, je fais ma part et c'est tout. Ça ne bouge pas. Voilà, si vous voulez, ce que je vais partager avec vous, c'est d'autres questions. Oui, Laura. Des fois, ça peut pas être un manque de respect envers soi-même. Par exemple, quelqu'un qui, comme Jennifer, quelqu'un qui nous fait du mal, mais par conscience, des fois, de ne pas se faire respecter, c'est pas un... Non, voilà. Après, il faut rentrer dans les détails, disons. Ça ne veut pas dire qu'on est une carpette. Ça ne veut pas dire... Moi, je reste digne. Oui, d'accord? Quelqu'un, il vous parle avec des gros mots. Moi, je ne dis pas de gros mots. Quelqu'un, il me parle énervé. Moi, je parle calmement. Quelqu'un... Bon, il veut me frapper, j'évite, mais je ne le frappe pas. Ouais, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un, il me fait un sale coup. Je ne lui rends pas ses sales coups. Je ne vais pas faire... Il y avait une histoire comme ça à l'Agma. Je finis avec ça, si vous voulez. C'était Ravuna. Ravuna, il avait des vignes. Il avait des vignes et il avait un métayer. Vous savez, ce principe du métayer, c'est que le métayer, c'est lui qui travaille, quelqu'un qui n'a pas de terrain, et le propriétaire partage les bénéfices avec le propriétaire. Donc il avait quelqu'un qui exploitait ses vignes et il partageait le bénéfice. Et donc ce métayer-là, il lui volait. Alors du coup, Ravuna, pour compenser, alors il n'a pas vraiment volé, mais normalement, alors, il fallait partager le raisin, le vin, mais normalement il faut partager aussi les branches de vigne, ça sert à faire des paniers, etc.
Et il partageait pas les branches. Il prenait toutes les branches pour lui, Ravuna, et l'autre, il savait pas qu'il fallait aussi partager les branches, là, dans la loi. Oui. Comme ça compensait le vol. Qu'est-ce qui s'est passé un jour? Il s'est passé un jour que, ça représente quelque chose, les 400 tonneaux de vin de Ravuna, ils ont tourné au vinaigre. D'accord? C'est une perte phénoménale, oui. Et donc lui, il a fait Cheshbon HaNefesh, il est allé voir les autres Hachamim pour trouver qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise. Et c'est le niveau de l'époque, c'était la seule bêtise qu'il faisait. Il faisait pas d'autres bêtises que ça. Et donc il s'est rendu compte, il a réalisé qu'il faisait cette bêtise, et donc il a réparé. On lui a dit non, c'est pas parce qu'il te vole que tu peux le voler. Et il a réparé, et après la Gemara a dit que soit il y a eu un miracle, que le vinaigre est redevenu vin, soit c'est que le prix du vinaigre d'un seul coup a augmenté et il a récupéré sa parnassa. En tout cas, ce qu'on va apprendre de là, c'est voilà, faut pas rentrer dans le jeu de l'autre. Ça n'empêche pas de se protéger, d'avoir gardé sa dignité, mais justement, je garde ma dignité, je rentre pas dans son jeu. Voilà ce que j'ai partagé avec vous, très bien à vous. Je vous présente Zacharie. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi je suis là, mais je suis très content de voir tout ça.